Au milieu d'un bouleversement sismique de la musique populaire, les Beatles ont atteint un niveau de célébrité et de fortune sans précédent. Malheureusement, le mépris du groupe pour certains musiciens et poids lourds de l'industrie s'est accru parallèlement à leur ascension fulgurante. Même s'ils ont eu un impact significatif, beaucoup se souviennent de leurs critiques cinglantes à l'égard de ceux qu'ils considéraient comme manquant de talent ou d'inspiration. Venez avec nous enquêter sur la part d'ombre des Fab Four, sur les groupes qu'ils méprisaient le plus et sur la controverse qui entourait leurs opinions. Numéro 8. John Lennon. Fusionné avec du sang, de la sueur et des larmes. John Lennon ayant eu un impact si profond sur la culture populaire, il n'est pas surprenant qu'il ait suscité une certaine controverse de son vivant. Avec les Beatles, il formait peut-être l'équipe d'auteurs-compositeurs la plus remarquable du XXe siècle. À une époque d'anarchie et de conflits généralisés, il a lancé sa carrière solo et son activisme en prenant fait et cause pour la paix. Sur le plan personnel, il semblait toujours embourbé dans les scandales. En raison de l'attention dont Lennon a fait l'objet au cours de sa carrière, même ses commentaires les plus inoffensifs ont parfois été mal interprétés. Les chrétiens dévoués de la Bible Belt et d'Angleterre le considéraient comme un danger en raison de son interview controversée « Bigger than Jesus », plus grand que Jésus. Ces remarques soigneusement enregistrées offrent une rare fenêtre sur l'évolution des opinions et des attitudes de Lennon, en particulier de son point de vue sur ses collègues artistes. Au fil du temps, John Lennon passait beaucoup de temps à suivre les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni, même s'il écoutait rarement les 10 chansons les plus populaires. Lorsqu'il travaille sur de nouveaux disques ou prépare la sortie d'une nouvelle musique, Lennon se contente d'écouter, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à Rolling Stone en 1971. Avant d'entrer en studio, il achetait toujours quelques CD pour se faire une idée de ce qui était populaire à l'époque. Notant qu'il ne voit souvent que peu ou pas d'évolution dans les 10 chansons les plus populaires, Lennon exprime son mécontentement face à la stagnation de l'industrie musicale. Interrogé par John S. Wenner de Rolling Stone, Lennon n'a pas hésité à critiquer l'un des plus grands groupes de rock de l'année en lui demandant ce qu'il pensait des chansons les plus populaires du moment. Le song, la sueur et les larmes. C'est une idée que je n'aime pas du tout. Je pense que c'est vraiment absurde, a-t-il commencé. Certains groupes de rock commencent à sonner plus jazzy, et je n'ai jamais cru aux égoïstes qui pensent qu'ils vont devenir célèbres. Mais d'autres leur emboîtent le pas. Le fait qu'Abbey Road des Beatles ait remporté le Grammy au lieu du travail, de la sueur et des larmes rend l'agacement de Lennon d'autant plus perplexe. Quoi qu'il en soit, le groupe représentait l'antithèse de ce que Lennon considérait comme l'avant-garde du rock and roll. Mais ce n'est pas tout. D'autres artistes ont également été la cible de son ressentiment. Numéro 7, John Lennon et Paul McCartney. On a beaucoup parlé de la relation complexe entre John Lennon et Paul McCartney. John et Paul ont été ensemble depuis leur rencontre à Liverpool jusqu'à la séparation du groupe en 1970. Ils ont composé des chansons assis côte à côte dans des bus de tournée et dans des chambres d'hôtel exiguës. Leur relation a commencé à se détériorer en 1968, bien que leur inimitié ait probablement commencé bien plus tôt. À la suite de la douloureuse dissolution des Beatles en 1971, les tensions entre eux atteignent leur paroxysme, et McCartney est particulièrement critiqué dans leur composition musicale. L'animosité a commencé lorsque McCartney a inclus une chanson vindicative intitulée Too Many People sur son album Ram de 1971, dans laquelle il s'en prend subtilement à Lennon. How Do You Sleep? Avec un George Harrison très irrité à la guitare, est la réponse de Lennon lorsqu'il apprend cela. Fais ce que ta mère te dit sans poser de questions, n'est qu'une des nombreuses façons dont la chanson critique la famille McCartney. Elle critique également son travail avec les Beatles. Des paroles comme « All you've achieved is in the past » font référence à la célèbre chanson de McCartney « From Help » et le vers « Now that you're gone, it's just another day ». Maintenant que tu es parti, c'est juste un autre jour, va dans le même sens. Lors d'un entretien avec John Wenner en 1971, Lennon évoque 2 artistes folk qu'il refuse d'écouter. Après que Wenner a commis l'erreur de comparer le héros de la classe ouvrière de Lennon à Bob Dylan, un lien que Lennon n'a pas apprécié, cette découverte a été révélée.
Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais été fan de la musique insouciante de Joan Baez et de Judy Collins. La seule musique folk que je connaisse est celle de Bob Dylan et des mineurs de Newcastle. Je suppose qu'ils ont eu un impact, mais il n'y a pas le ton caractéristique de Dylan. Êtes-vous d'accord? Cela vous rappelle-t-il Dylan d'une manière ou d'une autre? L'intervieweur a ensuite changé son fusil d'épaule, affirmant que Bob Dylan était la seule influence sur la chanson. Selon Wenner, c'est la meilleure façon d'écouter de la musique. Je n'analyse pas sa musique de manière aussi approfondie, a-t-il déclaré. John Lennon et Frank Zappa se connaissaient peut-être, du moins en théorie. Il rejette ses détracteurs et met un peu d'espace entre lui et ceux qui ne reconnaissent pas ses capacités dans l'interview qu'il a accordée à Lennon Remembers. Lennon utilise le lien qui l'unit à Frank Zappa, un symbole d'honnêteté créative inébranlable à cette époque, pour souligner son manque d'humilité. « Écoutez-moi, je suis un génie créatif », criait Zappa sur tous les toits. « Si vous ne croyez toujours pas en mes capacités et en ce que je suis, que puis-je faire de plus? Vos critiques à l'égard de mon travail sont scandaleuses. Je ne pense pas que vous compreniez. » Selon Lennon, c'est complètement absurde. Je comprends tout à fait l'agacement de Zappa, et même un peu plus, a-t-il ajouté. Je suis en train de sortir de ce labyrinthe, je suis passé par là. L'évaluation et la notation de mon travail m'ont donné l'impression de retourner à l'école. Qu'ils aillent au diable s'ils ne peuvent pas voir mon vrai moi. Parce qu'il a pu considérer la prétention comme une occasion pour les artistes de se vanter de leur prétendue grandeur, Lennon s'est souvent demandé s'il n'était pas trop prétentieux. Si c'est le cas, les réserves de Lennon à l'égard de la musique de Zappa sont logiques. À une occasion, il a reconnu le talent de Zappa, mais l'a ensuite critiqué pour son caractère trop cérébral. Dylan a eu un effet profond sur Lennon, ce qui peut surprendre certains. Rubber Soul et d'autres albums phares de Lennon sont le fruit de l'intégration par Lennon de la méthode d'écriture réfléchie de Dylan au début des années 1960. Ils se sont souvent croisés tout au long de leurs interactions. C'est Dylan qui a initié Lennon au miracle du cannabis, ce qui a eu un impact profond sur l'inspiration artistique de John. Dylan a captivé Lennon pendant une longue période, mais son adoration pour lui a fini par devenir amère. À partir de la sortie de Slow Train Coming, qui marque le début de la période Born Again de Dylan, Lennon s'en prend à Dylan et à la musique grand public en 1969 dans une longue diatribe. Lennon, célèbre pour son athéisme sardonique, ajoute qu'il veut être un serviteur de Jésus. Selon lui, la partition ne rend pas justice au morceau. Les paroles sont vraiment dégoûtantes et les voix pathétiques. Numéro 6. Querelle entre George Harrison et les Hollies. Rubber Soul, l'album des Beatles sorti en décembre 1965, offrait un avant-goût de la future ère psychédélique. Un certain nombre de projets communs à Lennon et McCartney, dont Norwegian Wood, This Bird Has Flown, Drive My Car, Girl et In My Life, figurent sur l'album. If I Needed Someone, une chanson d'amour, est un autre exemple de la sincère dévotion de George Harrison envers Pattie Boyd. La chanson a attiré l'attention du célèbre interprète Graham Nash et a été acclamée comme la plus grande réussite de Harrison en matière d'écriture à ce jour. Il est intéressant de noter que Rubber Soul et les Hollies ont tous deux sorti leur version de la chanson le 3 décembre 1965. Harrison n'est pas entièrement satisfait du résultat, même s'il touche des droits d'auteur pour la reprise. Alan Smith du New Musical Express a accompagné les Beatles lors de l'une de leurs dernières tournées au Royaume-Uni en décembre 1965. Il a parlé avec George Harrison de la version des Hollies de If I Needed Someone lors de leur voyage. Smith raconte que Harrison parlait de l'écriture de la chanson alors qu'il se préparait pour le premier concert de la soirée. George s'est détourné brusquement du miroir, visiblement irrité. « J'ai dit à tout le monde que cette chanson n'avait pas été écrite pour les Hollies », dit-il sévèrement. Même s'ils ont sorti la chanson comme leur plus récent single, « If I Needed Someone », je ne comprends tout simplement pas leur point de vue. Je pense qu'ils l'ont tué. Il ne fait aucun doute que les Hollies sont d'excellents musiciens. Néanmoins, la façon dont ils enregistrent les fait ressembler à une bande de musiciens, de sessions désordonnées qui n'ont jamais travaillé ensemble dans un studio auparavant. Bien sûr, c'est techniquement bon, mais c'est tout. Graham Nash, le chanteur des Hollies.
répondent à l'évaluation sévère de Harrison une semaine plus tard. Nash a déclaré au New Musical Express qu'il était las de voir les paroles et les actes des Beatles pris pour paroles d'évangile, et qu'il était déçu et frustré par cette situation. Les commentaires de Harrison sur leur musicalité exaspèrent de Nash, qui s'offusque particulièrement de cette critique. Devant l'apparent mépris de Harrison, il se demande même s'ils ne devraient pas verser les gains de leur version de la chanson à une organisation caritative. Nash a déclaré: « Nous avons choisi de continuer avec cette chanson en dépit des multiples mises en garde d'autres personnes. Nous pensions qu'après avoir sorti 9 albums, nous devions être libres d'essayer de nouvelles choses sans avoir à répondre aux accusations de contrefaçon des Beatles. La chanson était bonne à l'époque, et nous pensons toujours qu'elle est bonne aujourd'hui. » Harrison a comparé leur groupe à des musiciens de studio, ce qu'il a considéré comme une insinuation ridicule selon laquelle leur musique manquait d'âme. Nash a déclaré: « J'apprécie toujours leur musique et je n'ai pas l'intention de faire des déclarations dramatiques comme je vais brûler tous leurs disques, en réponse aux attaques dont le groupe a fait l'objet. Non, leur musique est bonne. Les critiques dont nous sommes la cible sont tout simplement infondées. » Une semaine plus tard, la section courrier du New Musical Express débordait de commentaires de lecteurs sur ce désaccord. George Harrison ne semble pas apprécier la version de If I Needed Someone des Hollies. Selon le lecteur Mick Foxcroft, « Je pense que les harmonies vocales des Hollies sont meilleures que celles des Beatles, et que la batterie de Bobby Elliott était meilleure que celle de Miss Starr après avoir comparé les deux versions. » Une autre lectrice, Linda Marks, s'est indignée de la critique de George Harrison à l'égard des Hollies. Elle pense que les Hollies sont un groupe formidable avec un son distinctif et qu'ils adorent leur nouvelle chanson. La version 1966 de la chanson des Hollies a été une déception pour le groupe, qui connaissait un succès constant avec ses chansons depuis la 1963, puisqu'elle n'a pas réussi à dépasser la 20e place des hit parades britanniques. Les Hollies ont été interviewés par le magazine Beat Instrumental en janvier 1966 pour parler de la controverse actuelle autour de leur disque. L'ascension progressive des Hollies dans les charts les inquiète, selon l'écrivain Brian Clark, qui déclare également qu'ils choisiront leurs chansons avec plus de soin à l'avenir. Graham a clairement expliqué à Clark que leur objectif était d'atteindre le sommet des charts avec leur prochaine chanson, et pas seulement d'avoir un hit. Mais croyez-vous que le conflit s'arrête là? La situation ne fait qu'empirer. Numéro 5. John Lennon et Elvis Presley. Lorsque l'on pense aux icônes culturelles, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont ceux d'Elvis Presley et de John Lennon, qui appartient au groupe des Beatles. Tout au long de l'histoire de l'humanité, très peu d'artistes ont suscité autant d'adulation ou produit autant d'effets que ces deux figures de proue de la culture populaire. Cela dit, il semblerait que le roi n'ait pas eu un grand sens de la camaraderie avec ses déplaisants contemporains lorsqu'ils sont entrés en contact l'un avec l'autre pour la première fois. L'esprit mordant de John Lennon aurait irrité Elvis Presley dès les premières minutes de leur première rencontre, selon la croyance populaire. Selon Chris Hutchins, lorsque les deux hommes se sont rencontrés à Graceland en 1965 lors d'une tournée, l'air était chargé d'un sentiment d'opportunité gâchée, semblable à la fumée déclinante d'un feu d'artifice lors d'une nuit de feu de joie. C'est l'impression que Chris Hutchins décrit. Hutchins a raconté au Daily Mail en 2011 que la nuit où j'ai emmené les Fab Four chez lui pour leur première et unique rencontre a marqué le début de son aversion pour les Beatles, qui étaient connus pour leur engagement en faveur du maintien de la paix. Même si John Lennon était un fan de la musique d'Elvis Presley et qu'il a déclaré qu'il n'y avait rien au monde avant Elvis, le fait qu'ils se soient rencontrés pour la première fois illustre le proverbe « ne jamais rencontrer ses idoles ». Dès que John est entré dans le Grand Lounge, il a immédiatement irrité Elvis Presley en exprimant directement son opposition à la politique de guerre. Ce sont les lampes de table qui ont attiré son attention. Elles étaient ornées de petits chariots et d'une déclaration disant « Je soutiens pleinement LBJ ». Dans le contexte de cette discussion, le terme LBJ fait référence à Lyndon B. Johnson, qui a succédé à John F. Kennedy en tant que président des États-Unis et qui s'est beaucoup impliqué dans la guerre du Vietnam.
lorsque John Lennon a découvert, dans la résidence d'Elvis Presley à Graceland, une lampe de table représentant le personnage politique qu'il ne respectait guère. Il n'a pas été très heureux de cette découverte. Le fait qu'il n'ait pas hésité à exprimer ses critiques a contribué à l'escalade des émotions avant même qu'il ne s'échange le bonjour. Hutchins affirme que le mépris profond de John Lennon pour le président Lyndon B. Johnson est né de l'escalade de la guerre du Vietnam par ce dernier. Ce sentiment de dédain était un phénomène profond. Néanmoins, Elvis est resté toute sa vie un fervent défenseur de sa nation. Il s'est adressé à Richard Nixon dans une lettre pleine d'émotions, ce qui lui a valu d'être désigné officieusement comme opérateur clandestin. Il s'agit là d'une évolution surprenante de sa vie. Certains biographes l'ont révélé et sont d'avis que cette tournure des événements laisse perplexe. Presley a pris des mesures contre Lennon en s'associant au directeur du FBI Edgar Hoover pour faire expulser Lennon des États-Unis. Cela s'explique par le fait qu'Elvis et John Lennon avaient des convictions politiques extrêmement différentes à l'égard du système politique. Elvis est même allé jusqu'à dire à son ami Tom Jones que John Lennon aurait dû être renvoyé de l'école il y a bien longtemps. Tony Barrow, qui avait auparavant travaillé comme agent de relations publiques pour les Beatles, a donné un aperçu de l'événement, qui était une réunion très stressante. Selon les souvenirs de Barrow, John a demandé où se trouvait l'Elvis Rock and Roll original. Quoi, à l'époque, chantait surtout des chansons pour ses films. Bien que cette déclaration ait été faite sur le ton de la plaisanterie, elle n'est pas dénuée de vérité. Elvis Presley est sans aucun doute la personne qui a le plus influencé la vie et la carrière musicale de John Lennon. Et de loin. Pour le meilleur et pour le pire. C'est la personne qu'il respectait le plus. Ce n'est que lorsque j'ai découvert Elvis que quelque chose a touché une corde sensible en moi. Le chanteur affirmait avec véhémence que les Beatles n'auraient pas pu se développer sans Elvis. Bien qu'un accord secret ait été conclu pour sauver les apparences, un climat hostile a continué d'exister, ce qui a poussé les deux titans de la culture à s'éviter. Malgré le fait que ces géants de la musique soient parvenus à la reconnaissance en un laps de temps relativement court, il existait entre eux des contrastes culturels importants. Ils étaient comme des géants de talent. L'histoire de Lennon est une excellente illustration des transitions rapides qui ont eu lieu tout au long des années 1960, et en est un parfait exemple. L'une des rares choses que Lennon et King avaient en commun était qu'ils affirmaient tous deux avoir vu un ovni. À part cela, ils n'ont que très peu de parallèles. Numéro 4. La querelle de Paul McCartney avec Phil Collins. Lorsque Paul McCartney entre dans une pièce, tous les regards se tournent immédiatement vers le membre emblématique des Beatles qui a révolutionné la culture populaire. Le fait que sa présence puisse susciter une dynamique sociale unique en son genre n'est pas une surprise. En raison du comportement de Macca, même quelqu'un d'aussi influent que Phil Collins a eu l'impression d'être importuné. Malgré la notoriété de Collins dans le monde de la musique, McCartney continue de le considérer comme un individu insignifiant par rapport au grand artiste. Collins n'est qu'un jeune adolescent au moment de leur première rencontre. Il n'a que 13 ans à l'époque. Il a eu un bref rôle d'enfant-acteur dans le film A Hard Day's Night. Malheureusement, sa séquence a finalement été écartée, à son grand mécontentement, et n'a donc pas été incluse dans la version finale. En revanche, quelques années plus tard, Collins est sollicité pour participer à l'album All Things Must Pass de George Harrison, une expérience qui semble irréelle au batteur. Cette tournure tragique des événements s'est produite quelques années après le concert. C'est en achetant l'album chez un disquaire et en constatant que son nom ne figurait pas au générique qu'il a appris que Collins ne figurait pas sur l'album final. Tout au long de sa carrière avec les Beatles, Collins a connu une série de déceptions qui ont duré très longtemps. Cette sensation s'est accentuée en 2002 lorsque le leader de Genesis a eu une interaction embarrassante avec McCartney à Buckingham Palace. Cette expérience l'a fait se sentir honteux et petit, et c'est un moment qu'il n'oubliera jamais. Collins a évoqué la rencontre embarrassante qu'il a eue avec McCartney au palais de Buckingham en 2002, qui s'est déroulée en 2016 lors d'une interview accordée au Sunday Times. Heather Mills a été contactée par Paul McCartney, et Collins lui a demandé s'il accepterait de dédicacer le premier exemplaire du livre des Beatles. Au lieu de cela, McCartney a fait une blague à Mills sur le fait que Collins était une fan des Beatles,
ce qui a poussé Collins à se sentir insulté et enragé. Collins a fait remarquer qu'en discutant avec cette personne, il y avait un léger air de supériorité, comme si la personne se rendait compte de la difficulté de communiquer avec une légende telle que Paul McCartney. La nouvelle de ces paroles est finalement parvenue à McCartney, et Collins a déclaré dans une interview ultérieure avec Billboard qu'il avait cherché à contacter McCartney parce qu'il n'était pas satisfait de la situation. Je n'ai pas reçu de fleurs de sa part. C'était plutôt un message pour nous dire que nous devions continuer nos vies. Collins a ajouté, « Je m'excuse s'il est contrarié parce que j'ai fait un commentaire qui a pu paraître un peu dur à son égard. » Même si, pour être honnête, il n'était pas dur. Collins a poursuivi en disant qu'il était désolé pour ce commentaire. Vous savez qu'il est parfois important de donner son avis sur l'attitude des gens afin de les aider à s'améliorer, n'est-ce pas? Malgré tous ses efforts, Collins n'a pas pu résister à l'envie de partager la vérité sur sa rencontre avec McCartney. En effet, les gens ont l'impression d'être diminués, même si de nombreuses personnes ne tiennent pas compte des commentaires de McCartney et font une exception pour sa conduite en raison de sa célébrité en tant que Beatle. Collins est certain qu'il ne tolérera pas ces actes irrespectueux. Il semblerait que le batteur n'ait pas l'intention d'oublier cet événement, même si McCartney a pris des mesures pour l'effacer de sa mémoire. Numéro 3. George Harrison et Neil Young. George Harrison préférait garder ses opinions pour lui plutôt que de les partager avec le public. Il n'était pas du genre à exprimer ouvertement ses problèmes. On l'a surnommé à juste titre le Beatle silencieux. Cependant, une vidéo de Harrison expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas réussi à se lier avec Neil Young a été diffusée après qu'il en ait parlé en privé. Le parcours créatif de Young a été grandement influencé par les Beatles, et entendre les critiques de Harrison sur son travail a dû le blesser. Je me souviens avoir joué des chansons des Beatles en concert, a déclaré le musicien canadien dans une interview accordée à Rolling Stone en 1975. J'ai interprété It Won't Be Long at Money. That's what I want devant un public pour la première fois. Cela s'est passé à la cafétéria du lycée Calvin de Winnipeg. Pour moi, c'était un moment inoubliable. La première chanson que j'ai appris à jouer était un morceau des Beatles intitulé Money, That's What I Want, que Young a révélé à la foule en 1999 alors qu'il intronisait Paul McCartney au Rock and Roll Hall of Fame. Paul McCartney est sans aucun doute l'un des meilleurs auteurs-compositeurs de l'histoire. Son influence perdurera pendant de nombreuses décennies. Young a eu la chance de jouer avec Harrison en 1992 lors du Bob Fest, un concert spécial organisé au Madison Square Garden à New York pour célébrer les 30 ans de carrière de Bob Dylan en tant qu'artiste. En l'honneur de Dylan, Young et Harrison ont collaboré avec des musiciens légendaires comme Willie Nelson, Johnny Cash, June Carter Cash, Roger McGuinn, Tom Petty and the Heartbreakers, Stevie Wonder et d'autres pour la grande finale. Harrison et Young semblent bien s'entendre au Bob Fest, mais en privé la même année. Harrison n'hésite pas à critiquer ses collègues artistes. Même si Harrison et Geldof assistent Dave Stewart en studio pour une interprétation de sa chanson This Guitar, ils ne peuvent s'empêcher de parler de Young. À un moment du film, Geldof pose à Harrison une question précise sur ses sentiments à l'égard de la chanson Around the World de Young, et Harrison l'interrompt brusquement. Il répond « Je n'aime pas vraiment Neil Young ». Geldof continue à faire l'éloge de la chanson malgré la remarque désobligeante de Harrison. Mais ce dernier l'interrompt à nouveau brusquement en déclarant « Je la déteste. Je ne la supporte pas ». Harrison déclare que c'est plutôt drôle après avoir copié le style de guitare de Young. Je voyais les choses sur scène sous un nouvel angle lorsque nous jouions ensemble. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demandai-je en jetant un rapide coup d'œil à Eric. Après avoir terminé le solo du milieu, il m'a jeté un regard rapide comme pour me dire de ne pas m'inquiéter. Harrison a peut-être fait des commentaires durs sur Young et Around the World, mais il n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. Et c'est pourquoi il les a exprimés dans un contexte plus privé, avec des amis. Malheureusement, la vidéo de la session d'enregistrement a été diffusée sur Internet, révélant les pensées sans faire du guitariste à l'égard d'une autre légende de la musique. Si vous pensiez que ce conflit était déjà assez étrange, attendez d'arriver au numéro 1. Numéro 2. George Harrison contre les meilleurs artistes.
Bien que George Harrison ait souvent été qualifié de Beatle silencieux, il prenait vraiment plaisir à exprimer ses idées et ses points de vue. Il est possible que ce surnom soit né de la présence importante de Paul McCartney et de John Lennon au sein du groupe, ainsi que de l'attitude grégaire et extravertie de Ringo Starr. Il est largement reconnu que Harrison a un comportement agréable, mais en dessous de cela, il y a un dévouement à l'honnêteté qu'il n'a jamais compromis dans le but d'éviter les confrontations. Parmi les membres des Beatles, Harrison est celui qui se montre le plus enthousiaste à l'idée d'introduire des influences orientales dans leur musique. Alors que le guitariste apprend à jouer du sitar, il souhaite ardemment séparer les Fab Four de l'industrie populaire de la musique pop. En conséquence, Harrison est très exigeant en matière de musique pop, et il semble attiré par les artistes qui sont non seulement inventifs sur le plan musical, mais aussi profonds sur le plan lyrique. En 1976, George Harrison accorde une interview à India Today dans laquelle il évoque l'industrie musicale et réfléchit à la période qui a suivi les Beatles. Il reconnaît son insatisfaction face à la dégénérescence de la musique grand public au cours des dernières années. Mais il trouve du réconfort dans les capacités de Stevie Wonder et de Smokey Robinson. En outre, Harrison fait l'éloge de son ami Bob Dylan, soulignant le fait que tout ce que produit Dylan mérite d'être reconnu. Tout en soulignant ces cas exceptionnels, Harrison n'hésite pas à exprimer sa désapprobation à l'égard de certains chanteurs pop qu'il ne trouve pas très impressionnants. Harrison affirme qu'il n'a jamais tenu Elton John en haute estime, même s'il admet que ce dernier a peut-être écrit une belle chanson il y a de nombreuses années. Elton John était l'une de ses principales cibles. Le manque de variation dans le style musical de John est la plus grande frustration de Harrison à son égard. Selon Harrison, un nouveau tube d'Elton John est créé, car les compositions de John semblent suivre une formule prévisible. La méthode consiste à ajouter des mots, à combiner 4 accords, à mélanger le tout. Et voilà! Au cours de la conversation qui s'est déroulée en 1976, il semble que Harrison ait eu un début de journée difficile. Au lieu de cela, Rod Stewart a peut-être fait quelque chose qui aurait irrité l'ancien membre des Beatles. Même si Harrison reconnaît que la musique de Stewart s'est améliorée depuis 1975, date à laquelle il a commencé à travailler avec le producteur Tom Dowd, il critique la personnalité du chanteur, en ce qui concerne l'individu en question. Harrison a déclaré que son intelligence était comparable à celle d'une bille. David Bowie, le chanteur pop emblématique, est le dernier nom sur la liste des artistes préférés de Harrison. En adoptant le personnage reconnaissable de Ziggy Stardust au début des années 1970, David Bowie s'est propulsé au premier rang de la célébrité mondiale. En 1976, il avait travaillé avec John Lennon sur la production de la chanson à succès Fame et il avait publié son chef-d'œuvre, Station to Station, sous les traits du Thin White Duke. Pour des raisons obscures, Harrison ne parvient pas à établir un lien avec la musique de David Bowie. En revanche, les vêtements coûteux et l'assortiment toujours changeant d'alter personnage que porte David Bowie l'irritent. Harrison marmonne, contrarié par la vision créative imprévisible de David Bowie, que ce dernier doit trouver son genre et ensuite s'engager dans un style musical. Harrison n'est pas satisfait de la vision artistique de Bowie. Harrison et Bowie sont en fait entrés en contact l'un avec l'autre à plusieurs reprises au cours de leur carrière, mais ils n'ont jamais pu développer une relation étroite. Eric Idle, le célèbre comique des Monty Python, appréciait profondément ces deux personnes et a tenté de rapprocher son ami Harrison de Bowie. Au cours de son livre autobiographique, publié en 2010, Idle a raconté comment il louait Bowie à Harrison, les qualifiant de grand, d'intelligent et d'amusant. Cependant, Harrison répondait dans un style dédaigneux, très similaire à celui des Beatles, avec un ton de mépris lorsque le nom de Bowie était mentionné. Numéro 1. John Lennon et Steely Dan. En déclarant « Je ne connais pas de meilleur message que celui-là. Paul McCartney est certain que l'amour est le dernier remède. » Mais dans les années 1970, John Lennon a adopté une approche centrée sur l'amour à l'extrême, ce qui a conduit même son vieux copain à le qualifier de trop préoccupé. Il s'ensuit des réponses caustiques de la part de Steely Dan concernant la haie, fantaisie de Lennon et ses apparitions idéalistes dans les émissions télévisées.
Les Fab Four ont commencé à s'effacer avec la réponse énergique de Steely Dan au point de vue idéaliste de Lennon. L'ère de l'athéisme commençait à poindre. Même si les Beatles semblaient destinés à transcender la société comme des légendes de la contre-culture de façon permanente. Comme toutes les religions, les Beatles sont confrontés à une énigme dans laquelle la foi doit finir par trier l'anarchie. Bien que Lennon ait essayé d'imaginer, il était clair que les obstacles ne pouvaient pas être surmontés par l'amour seul. Les Beatles se sont finalement séparés car ils n'avaient pas la promesse de l'éternité pour résoudre ces ambiguïtés. Lors de leur apparition au Dick Cavett Show en 1971, Lennon et Yoko Ono prônent la paix et l'amour sur fond de délabrement de la ville de New York. L'époque est marquée par une forte perte d'emplois, une hausse de la criminalité et des bouleversements sociaux. Tandis que les disparités sociales se creusent et que les icônes culturelles connaissent des difficultés personnelles, la participation américaine à la guerre du Vietnam s'intensifie. Les jeunes de l'époque ont dû accepter le fait que, malgré leur merveilleuse mélodie, ils n'avaient pas été en mesure d'empêcher des événements et des crimes horribles. Se moquer du concept de Lennon d'une société idéale sans contrainte semble cynique. Mais beaucoup, y compris Steely Dan, n'ont pas hésité à s'y attaquer. Ils pensaient que si l'on ne saisit pas les circonstances actuelles, les bonnes intentions en elles-mêmes peuvent être mal orientées. Alors que Lennon se voyait comme un distributeur d'espoir et de spiritualité dans des circonstances difficiles. Steely Dan s'y est opposé en disant que seul un imbécile accepterait un tel idéalisme. Conçu en réaction au mouvement pacifiste de Lennon, leur chanson Only a Fool Would Say That, 1972, présente une interprétation plus réaliste de l'idéalisme du point de vue des gens ordinaires. Les chansons évoquent la monotonie d'une journée de travail ordinaire, le fait de rentrer chez soi fatigué et de trouver un orateur prêchant un rêve à la télévision. Cette disparité souligne le point de vue du groupe sur ce qu'il considérait comme la superficialité de la campagne Imagine de Lennon. Cependant, cette attitude ne concernait pas seulement l'individu ordinaire. Elle concernait également la jeune génération, qui négociait ses incertitudes quant à son avenir. Telle une renaissance moderne s'étendant du disque de Dylan en 1963 à Woodstock en 1969. Les années 1960 sont par la suite devenues une période sentimentale que nous romançons encore aujourd'hui. Bien qu'ils semblent être des points de repère aléatoires, ces sites culturels créent une histoire plus vaste qui se développe. Confrontés à une décision entre la conversion et l'oubli, l'esprit des années 1960 semblait enfermé dans un dilemme entre la dure réalité et l'idéalisme sans limite. Lennon a choisi ce dernier, mais malheureusement, il n'a pas vraiment abandonné suffisamment de biens matériels ou fait face à ses défauts pour être considéré comme un saint. C'est ce qui lui a valu d'être critiqué par d'autres artistes comme Steely Dan et Frank Zappa, qui ont parodié ses approches dogmatiques avec un humour plus proche de celui de Kurt